Allez. Allez, bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur l'émission Prends le micro. Aujourd'hui, du coup, je suis en direct avec Bertrand Delage, coach à Voiron sur la Ligue féminine. Donc, du coup, voilà, on va proposer sur la thématique du jeu d'écran. Voilà, donc salut Bertrand, je te laisse te présenter et puis on va attaquer sur le sujet juste derrière. Salut Florian, eh ben, écoute, me présenter en quelques mots. Donc moi je suis assistant sur la Ligue féminine 2 à Voiron, sur l'équipe pro. Je m'occupe essentiellement de la vidéo, donc tout ce qui va être analyse de performance, donc nos retours de match, mais aussi le scouting, donc regarder un petit peu ce que les autres équipes adverses font pour qu'on puisse préparer au mieux les rencontres. Donc ça, c'est l'essentiel de mon activité. Après, voilà, je suis là aussi aux entraînements tout le temps. Euh, donc c'est voilà, c'est un petit peu en gros mon poste. Ok, bah, je te remercie en tout cas. Alors avant de rentrer dans le jeu sans écran, qu'est-ce que tu as pensé des Jeux Olympiques et comment tu as trouvé nos équipes de France, que ce soit dans le 3 contre 3 ou dans le 5-5? Et quel regard tu portes sur la nomination de Freddy Fautou sur l'équipe de France masculine? Bah, déjà les jeux d'une manière générale, moi j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller voir des matchs de basket à Lille. Donc j'ai trouvé ça incroyable dans la ferveur et ce que ça a apporté sur sur le territoire et la manière dont la France a vécu ces jeux-là. Je trouve que ça a vraiment changé la manière aussi dont les athlètes ont vécu leur sport d'ailleurs sur les différentes disciplines. Après, pour faire un zoom un peu plus sur le basket, sur nos équipes de France, je trouve effectivement, évidemment, que la compétition est plutôt réussie, vu les résultats. Après, effectivement, il manque toujours un peu des caps pour pouvoir passer et atteindre l'objectif final de pouvoir remporter un titre olympique. Je pense que c'est quelque chose qui viendra dans les années qui viennent. On voit qu'on arrive quand même à beaucoup progresser sur la dernière décennie. Notre référentiel étant toujours les États-Unis, parce que voilà, le pays qui domine depuis quelques années, même si on voit qu'il y a d'autres nations qui commencent aussi à progresser, enfin qui progressent et qui arrivent aussi à les embêter. Mais je pense qu'on aura les armes, on va dire, dans les années qui viennent pour pouvoir les embêter encore un peu plus. Que dire de plus sur le 3-3? Bon, bah, évidemment, très très déçu pour les filles. Nous, c'est un projet encore plus à Voiron qu'on avait suivi avec attention parce qu'on les a rencontrées à plusieurs reprises sur leur préparation. Donc voilà, on était fervents supporters de ce projet-là. Donc voilà, on partage aussi leur déception là-dessus. C'est évidemment décevant et on espère que ce sera aussi une expérience qui leur permettra de pouvoir rebondir dans les années qui viennent pour pouvoir atteindre aussi leurs objectifs. Les garçons, à l'inverse, ont créé un peu la surprise. C'était aussi très, très intéressant et très excitant de pouvoir les suivre sur leurs différents, enfin, leur parcours sur cette compétition-là. Et match après match, on voyait aussi que la ferveur montait. Encore une fois, sur les sites de pratique à Paris, sur le 3-3, c'était incroyable de pouvoir voir l'ambiance et tout ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a réussi à les porter jusque-là. Génial. Et par rapport à la nomination de Frédéric Fautou à la tête de l'équipe de France, qu'est-ce qui est surprise, pas surprise? Tu penses que c'est dans la continuité que... Surprise, non. Moi, personnellement, je trouve que c'est une des personnes qui est le plus légitime à pouvoir récupérer ce poste-là après Vincent Collet, qui a fait aussi un énorme travail sur les années passées pour pouvoir construire cette équipe de France-là. Il fallait quelqu'un qui puisse à la fois être dans la continuité, à la fois aussi apporter du changement, tout en ayant la connaissance des joueurs et du basket moderne. Donc voilà, on va pas tirer de conclusion avant que les choses aient commencé. Il faudra lui laisser aussi du temps pour pouvoir faire ses choix et puis sa propre expérience. Après, il est sûr que c'est quelqu'un qui est pas dans la même veine que Vincent Collet par rapport au coaching, par rapport à la gestion. Ce qui peut être aussi très intéressant, moi, c'est voilà, quelqu'un que je regarde beaucoup aussi sur le coaching et de la manière dont il arrive à emmener les choses à bout. Donc, ouais, je suis pas surpris et plutôt impatient de le voir faire ses premières armes et de voir un petit peu ce que peut donner cette équipe de France sous son commandement.
Mais parfait. Écoute, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec le basket et le coaching et comment tu as atterri à Voiron avec ce nouveau poste? Alors, bon, moi déjà, je suis originaire de Voiron. Je suis né dans la banlieue grenobloise. J'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai toujours joué au basket en tant que joueur. Et puis, j'ai eu, de par ma scolarité, des choix à faire à la fin. J'ai passé un BTS en mécanique industrielle qui me plaisait pas forcément beaucoup. Et voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir bifurquer vers le basket en passant à l'époque mon brevet d'État. C'est quelque chose qui m'a bien plu. J'ai eu aussi l'opportunité dans le club où je jouais à l'époque de pouvoir créer un poste. Donc c'est le club de Bavonne qui est à côté de Voiron. Il y a eu une création de poste à l'époque sur un employé, on va dire, polyvalent, et j'ai passé des diplômes petit à petit pour pouvoir à la fin être responsable technique du club. Donc c'est un club qui avait une envergure régionale. Et de par voilà, les différentes collaborations sur le territoire voironnais, j'ai eu l'opportunité après de pouvoir rejoindre le PVBC. D'abord sur un poste d'assistant en 15 France, tout en continuant à côté mon travail à Bavonne, et petit à petit de pouvoir aussi bah voilà, côtoyer différentes équipes, différents entraîneurs sur Voiron. Je suis passé ensuite assistant sur la Nationale 3 féminine. Cette équipe est montée après en Nationale 2, donc je suis resté assistant pendant quelques années là-dessus. Et après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre le coaching de la Nationale 2 pendant un an. Ça a été sur la période Covid. Et après, Quentin Buffard, l'entraîneur de la N1 à l'époque, m'avait proposé de pouvoir rejoindre le projet des pros en tant qu'assistant, ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, dans la foulée, j'ai passé aussi mon DE. Une chose m'entraînant une autre sur les pros, je me suis intéressé un petit peu plus à la vidéo aussi, donc j'ai pu passer mon diplôme d'analyste de jeu. Et donc aujourd'hui, c'est voilà, c'est un peu par effet boule de neige que je suis sur ce poste-là et très très content de pouvoir travailler sur un niveau pro à Voiron en tout cas. Eh ben, c'est top, en tout cas, c'est un joli parcours et merci de te livrer comme ça. Est-ce que tu as un modèle, des modèles dans le sport ou en dehors du sport qui te permettent d'avoir eu cette volonté d'être dans le coaching et qui aujourd'hui peuvent t'animer? Alors, tu parlais de Frédéric Faux tout à l'heure, peut-être qu'il y en a d'autres, des personnes qui t'ont inspiré ou des modèles carrément qui peuvent expliquer un petit peu ta manière de faire. Ouais, alors moi j'ai 37 ans, donc j'ai grandi avec à l'époque avec la NBA des Phil Jackson et puis des coachs qui étaient très très influents sur leur domaine. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas vraiment une personne qui m'inspire en particulier. Je m'intéresse énormément à beaucoup de sports différents, le football notamment. Je suis curieux d'apprendre et de voir un petit peu des manières de manager, de coacher. Je crois que notre travail au quotidien, c'est déjà de coacher des hommes et des femmes avant de coacher les athlètes. Donc je trouve que voilà, cette démarche elle est intéressante de pouvoir réfléchir et d'allier à la fois on va dire l'individu et le sportif. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour faire suite à l'actualité, voilà, je lisais encore ce matin un article sur Bruno Genesio là, qui est en train actuellement sur le football d'être influent sur le management parce qu'il est en train de gagner et de battre des grandes équipes européennes avec son équipe de Lille. Voilà, c'est des cas, par exemple, qui m'intéressent. Je lis beaucoup par rapport à ça. J'essaie de suivre un petit peu. J'aime beaucoup aussi les parallèles qui sont faits entre les différents sports. Quelqu'un comme Pep Guardiola, par exemple, qui s'intéresse au basket, qui s'intéresse à d'autres sports, qui essaye de voir un peu quel lien, quelle transversalité on peut faire. C'est surtout voilà, des expériences comme ça, des coachs comme ça qui m'inspirent. Et j'essaye voilà, de prendre un maximum d'informations et de pouvoir le retransmettre dans mon quotidien aussi. Ok, c'est clair que tu parlais de Bruno Genesio, il a battu le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, donc il doit avoir une capacité à manager qui doit être prenante et en tout cas, c'est bien de voir une équipe française réussir
à faire de grandes choses. Tout à Donc, fait. comme tu es coach au niveau professionnel, comment s'organise ton quotidien? T'es énormément sur la vidéo, j'en déduis, mais comment est-ce que ça s'organise sur les séances d'entraînement, par exemple? Alors oui, donc déjà moi personnellement, beaucoup de vidéos, c'est entre sur nos matchs et le scouting adverse, c'est entre 4 5 6 matchs qui sont visionnés et découpés par semaine. Et avec en plus aussi le fait de s'intéresser aux différents championnats, pas forcément aux nôtres, mais de regarder aussi un petit peu ce qui se fait au niveau féminin, masculin et tout ça. Donc c'est beaucoup de temps à visionner des matchs. Après, sur l'activité en elle-même par rapport à l'équipe, on a un planning, on va dire, un peu type sur la semaine. Il y a beaucoup de bi-quotidien sur l'entraînement, puisque le matin va être dédié plutôt soit à des séances spécifiques sur de la préparation physique ou de la vidéo individuelle ou de l'entraînement individuel. En gros, ça va s'articuler autour de ça. Et l'après-midi ou le soir, plutôt sur des séances collectives où on va travailler des mises en place tactiques, où on va essayer voilà, de faire d'avancer nous, de pouvoir aussi s'adapter par rapport à l'adversaire contre qui on va jouer. Donc ça se répartit à peu près comme ça. Après, on a évidemment aussi un peu des temps de pause pour pouvoir permettre aux joueuses de se régénérer physiquement et mentalement dans la semaine avant de pouvoir attaquer le match du samedi. Ok. Eh ben, écoute, dernière petite question sur ta personnalité. Est-ce que tu es plutôt un coach d'attaque ou un coach plutôt de défense? Alors, il y en a beaucoup qui me répondent que maintenant, de toute façon, l'attaque peut marcher qu'avec la défense et la défense qu'avec l'attaque. C'est vrai. Mais est-ce que tu as quand même pas une préférence, mais ouais, un attrait avec l'attaque ou la défense? Oui, moi, ma sensibilité, elle est plutôt défensive. Elle est plutôt défensive. Je pense, et tu l'as dit là juste avant, mais c'est ma manière personnelle de voir ça, il ne peut pas y avoir de rythme offensif sans rythme défensif. Je crois et j'observe de plus en plus aussi sur les championnats la place que peut prendre le jeu rapide. J'ai l'habitude de dire que la défense est le carburant du jeu rapide. Si on ne défend pas de manière agressive, si on ne remonte pas sur les lignes, on limite les interceptions et pas d'interception, pas de jeu rapide, donc pas de panier facile. Moi, ma philosophie, c'est d'avoir un maximum de paniers faciles. Je pense que le basket est un sport simple là-dessus, qui nous permet de pouvoir défendre fort et d'avoir des ballons à exploiter le plus rapidement possible. Donc ma sensibilité, elle est plutôt défensive. J'aime aussi pouvoir réfléchir et organiser des défenses. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être très complexe et très simple à la fois. Mais aujourd'hui, notre sport nous permet quand même de pouvoir avoir tactiquement une dimension très intéressante et de pouvoir aussi faire réfléchir les joueurs et les joueuses par rapport à ça. J'aime beaucoup, notamment chez les jeunes équipes, arriver aussi à transmettre ce goût de l'effort sur la défense. Aujourd'hui, les jeunes regardent énormément les championnats comme la NBA ou même l'Euroleague, qui sont des championnats très offensifs, parce qu'il y a beaucoup de points marqués. Et du coup, ont aussi une tendance à aller plus vers l'attaque que la défense. Alors, on a tous été, pour les plus jeunes joueurs, voilà, avec un ballon, et puis le but, c'est de marquer des paniers. Il y a aussi du plaisir à prendre en défense. Il y a aussi du plaisir à prendre collectivement sur des organisations, à pouvoir piquer des ballons, à pouvoir perturber. C'est quelque chose que j'aime arriver à transmettre aux équipes jeunes. Ok, eh ben c'est cool qu'il y en ait encore qui aiment ce goût là, ce sens de l'effort et qui sont pas qu'absorbés, on va dire entre guillemets, par les paniers à marquer. Même si effectivement, plus tu marques de paniers, théoriquement, plus tu gagnes les matchs, mais ça peut être aussi à l'inverse, Ça peut c'est être moins t'encaisses de l'inverse, paniers, exactement. plus tu gagnes de matchs. Alors comment on réalise un bon écran? Alors, comment on réalise un bon écran? La question est ouverte. Non, je pense Totalement. que pour moi, l'écran, quel qu'il soit, il faut savoir organiser correctement l'espace et le temps. Pour moi, c'est des questions qui sont primordiales sur l'écran, même avant de pouvoir parler de
technique, de savoir la pose des appuis, de savoir tout ça. Il faut déjà organiser l'espace et le temps autour des pics. Il faut comprendre aussi pourquoi, dans quel but on va poser un écran. Euh, un écran. Je sais plus dans ta question, tu m'as parlé d'écran porteur ou non porteur ou d'écran Alors là, porteur. ouais, on va commencer par l'écran non porteur. C'est moi, j'ai oublié de te préciser. Commencer par l'écran non porteur et puis on parlera après de l'écran porteur du coup. Ok. L'écran non porteur, il doit être fait pour pouvoir démarquer un joueur. C'est-à-dire que c'est une aide supplémentaire pour l'attaquant de pouvoir recevoir la balle dans des bonnes conditions. Donc sur l'écran non porteur, il y a, au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur amener l'organisation dans l'espace et dans le temps, le fait d'avoir aussi de l'agressivité dans les courses. On va être un peu, alors pour moi, c'est un démarquage plus plus, mais on va reprendre les mêmes marqueurs techniques que le démarquage, c'est-à-dire le changement de vitesse, le changement de direction, la capacité aussi du joueur qui veut être démarqué de pouvoir emmener son joueur dans l'écran. C'est pas simplement une course d'un point A à un point B, il faut aussi avoir de la lecture autour de l'écran non porteur. Pour moi, le poseur d'écran non porteur, il n'est là que pour pouvoir provoquer à un moment dans le temps et dans l'espace un avantage au joueur qui va prendre cet écran-là. Après, il y a beaucoup d'organisation et collectivement de lecture à faire autour, enfin pas collectivement, même déjà individuellement de lecture à faire autour des écrans non porteurs. C'est là aussi où il faut arriver à rendre nos joueurs intelligents, j'allais dire, autour de ces situations-là et de pas simplement aller du point A au point B, mais de regarder aussi ce qui peut se passer en fonction de ce que les défenseurs vont faire et comment ils vont s'adapter là-dessus. Ok, alors justement par rapport aux écrans non porteurs, euh, comment est-ce que tu arrives à transmettre cette méthode-là, la méthode que tu viens de nous expliquer, et est-ce que tu as des situations qui te viennent en tête pour aider les personnes qui vont regarder cette vidéo à amener les joueurs à des écrans non porteurs? Pour moi, en jeune, notamment quand on aborde les situations d'écran non porteur, il y a des situations très simples avec une chaise ou un plot, de pouvoir déjà faire jouer et se démarquer l'attaquant avec une aide supplémentaire qui va dans un premier temps être fixe. La situation, elle peut être très simple avec un passeur, par exemple, dans le milieu, sur la tête de raquette, une chaise à 45, et on fait jouer attaquant-défenseur sur une situation de démarquage. Le défenseur, dans un premier temps, va pouvoir choisir de pouvoir travailler autour, comme il le souhaite, autour de l'écran non porteur. Et l'attaquant n'aura que à lire les différentes petites situations. Est-ce que mon joueur me suit? Et dans ce cas-là, il faut peut-être que, enfin, je dois attaquer le curl pour pouvoir avoir les ballons simplement. Si mon joueur a tendance à passer dessous, ben, je vais plutôt être dans les lectures de flair. Si le joueur est encore avec moi, est-ce que je vais mettre de l'agressivité après, une fois que j'ai la balle en main? Voilà. C'est des petites situations très très simples qui peuvent déjà commencer à introduire ces notions-là. Quand on monte après un petit peu en termes techniques et que les défenseurs sont aussi un peu plus aguerris par rapport à ça, il y a un travail de contact à faire autour des écrans non porteurs, de pouvoir emmener son joueur à l'intérieur de l'écran. On observe de plus en plus que euh, nous, à notre niveau en tout cas, quand il y a du scouting qui est fait, notamment sur les systèmes, bah, les joueuses et les joueurs anticipent beaucoup les mouvements qui vont être créés autour des écrans non porteurs. Si on n'a pas cette capacité de lecture à pouvoir répondre à l'adaptation défensive, du coup, on se retrouve avec des mouvements et des pans entiers de systèmes qui ne servent plus à rien. Donc, il faut absolument intégrer cette lecture-là et pouvoir le faire travailler. Je crois qu'il faut donner de la liberté aussi aux joueurs et aux joueuses autour des systèmes ou des petites lectures là-dessus. Il faut absolument que sur les situations d'entraînement et tout ça, de leur permettre de pouvoir se tromper dans les premiers temps. Évidemment, après, on va pas se tromper tout le temps sur les systèmes et les choses, mais je crois que dans les lectures, c'est important, notamment chez les jeunes, sur les catégories un peu charnières, sur les U18, les U20, de pouvoir aussi leur permettre de faire leurs expériences par rapport à ça. Mais il y a cette notion de contact à apporter aussi. Je dois emmener mon joueur dans l'écran non porteur. Alors après, il y a plein d'organisations différentes sur les écrans non porteurs. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais
Je pense qu'il y a cette notion de base du contact. Je dois emmener mon joueur dans l'écran, il faut que l'écran soit bénéfique. Je ne vais pas simplement d'un point A à un point B. Alors justement, tu peux aller plus loin justement sur les écrans non porteurs. Quelles organisations il peut y avoir? Alors, ce qu'on observe, alors moi, je vais parler beaucoup sur le secteur féminin, moi, de ce que je vois, hein. Je baigne là-dedans toute la journée, donc je vais parler de ce que j'observe, de ce que je connais. Euh, on voit beaucoup soit des écrans simples pour démarquer un profil de joueuse sur un moment, soit aussi des combinaisons d'écrans non porteurs, ce qu'on peut appeler les staggers, c'est-à-dire que c'est des cascades d'écran qui vont permettre de pouvoir travailler notamment sur des profils de joueuses shooter pour pouvoir amener des situations avec deux écrans non porteurs qui, à la suite, l'un de l'autre, qui peuvent être par exemple euh, remontant à 45 pour avoir des situations de lecture dans le cœur, dans le flair ou d'attaque directement sur du catch and drive. Il y a aussi ce qu'on appelle les stacks, c'est-à-dire que c'est des écrans c'est un double écran, deux joueuses qui posent un écran l'une à côté de l'autre pour pouvoir faire un espèce de bloc défensif et donner aussi de l'espace au joueur qui prend l'écran et d'obliger le défenseur à faire un choix et à contourner cette espèce de bloc d'écran. On a aussi ce qu'on appelle les elevator screens, on en voit aussi. C'est un petit peu le même principe que le stack, sauf que là, les deux joueuses laissent un espace entre elles quand elles posent l'écran. Les deux joueuses qui posent l'écran laissent un espace. Et puis, la joueuse qui prend l'écran va passer entre les deux. Et généralement, après son passage, l'écran va se refermer. C'est-à-dire que c'est comme deux portes qui se ferment pour essayer d'enfermer le défenseur derrière. C'est des situations qui sont généralement aussi faites pour des joueuses des shooters pour avoir de l'espace et du temps sur le tir à 3 points. Tous ces mouvements-là sont intégrés à l'intérieur des plays. Il y a des finalités, alors nous sur ce qu'on observe, c'est soit pour des profils de joueuses particulières, soit aussi pour pouvoir combiner. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que la défense est de plus en plus forte, notamment sur la défense non porteur. Et il n'est pas si simple parfois d'aller poser un écran porteur. Donc pour donner de l'avance et pour plutôt créer du retard sur les défenseurs, eh bien, sur les systèmes, on va combiner des écrans non porteurs qui vont être enchaînés après avec des écrans porteurs pour pouvoir perturber la défense, pour pouvoir créer obliger des collaborations qui vont être compliquées à gérer dans le temps, parce qu'on observe que dès qu'il y a deux ou trois temps défensifs à enchaîner à la suite l'un de l'autre, ben voilà, les joueuses sont plus forcément dans les bons temps, dans les bons espaces, dans la bonne communication, ce qui permet à l'attaque de pouvoir prendre un avantage. Euh, on observe aussi de plus en plus d'écrans non porteurs extérieur-intérieur, notamment sur les situations, ce qu'on appelle de cross-screen, c'est-à-dire qu'il y a une joueuse extérieure qui va aller poser un écran dans la peinture pour une joueuse intérieure pour lui permettre de se démarquer sur du post-up, par exemple. Donc ça, c'est des écrans non porteurs qui vont être ciblés pour différents types de profils de joueuses et pour emmener aussi des situations particulières dans le post-up. Les réponses défensives par rapport à ces écrans non porteurs-là, le but, c'est de les forcer pour avoir soit des situations de mismatch, soit, comme je le disais tout à l'heure, du retard, le plus de retard possible pour pouvoir derrière emmener des tirs ouverts, des situations d'agressivité dans les 1 contre 1. Il y a toujours cet objectif-là. Pour les personnes qui vont nous regarder, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un mismatch? Oui, bien sûr, un mismatch, c'est une situation où on va obliger la défense à changer de joueur. C'est-à-dire que dans les situations d'écran non porteur, par exemple, on va rester sur les écrans non porteurs, mais si un poste 1 va poser un écran non porteur sur un poste 5, dans certaines situations, si l'écran est bien posé, on va obliger les joueuses à changer défensivement. C'est-à-dire que le défenseur 1 va se retrouver à défendre sur l'attaquant 5. Et à l'inverse, le, le défenseur du coup 5 va se retrouver à défendre sur l'attaquant 1.
Donc, c'est ce qu'on appelle les situations de mismatch, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une défense poste pour poste, mais on a obligé le changement défensif. Le 1 attaque sur le 5, ou le 5 attaque sur le 1, et du coup, on essaie de profiter de ces avantages-là pour pouvoir marquer des paniers faciles ou de provoquer aussi des fautes. Pareil pour la notion de post-up. Le post-up, c'est tout ce qui va être la prise de position et le jeu de haut au panier sur les positions basses par rapport à la peinture. Donc on parle de post-up, on parle aussi de face-up pour les intérieurs, c'est tout ce qui va être les situations face au panier. Donc le post, c'est plutôt dos au panier et le face, c'est plutôt face panier. Merci. Merci pour ceux qui vont nous regarder et qui n'ont pas forcément toutes les Bien notions sûr. qu'on aborde. Faisons la transition de l'écran non porteur avec l'écran porteur, du coup, alors aussi appelé le pick and roll. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle place prend le pick and roll dans le basket? Et surtout, avant de commencer, qu'est-ce qu'un pick and roll? Alors, je vais apporter un complément à ce que tu dis. Pour moi, on va parler de pick and roll et de pick and pop, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important, et en tout cas, c'est ce qu'on observe. Je m'expliquerai après pourquoi. On va reprendre par rapport à ta question. Donc, le pick and roll, c'est l'enchaînement, en fait, pour le poseur d'écran du fait d'aller poser l'écran sur la balle et de pouvoir, ce qu'on appelle nous, ce qu'on dit roller en bon français, roller vers le panier, c'est-à-dire, on pourrait le traduire par rouler, voilà, aller vers le cercle Aller vers le cercle. voilà, le plus vite possible après la pose d'écran. Donc c'est un enchaînement de mouvements où il va y avoir une course, poser l'écran et aller au cercle le plus vite possible. Euh, Par opposition, et c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de pick and pop. Alors avant, on disait beaucoup pick and flare. Ken Flair, ouais. Maintenant, on parle de pick and pop sur le langage un peu plus moderne. Pick and pop, ça va être le fait de s'écarter de la situation d'écran, mais pas pour aller au panier, mais pour aller plutôt sur une situation de tir intermédiaire, voire de tir à 3 points. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on a des profils de poste 4 qui sont de plus en plus à l'aise et avec de l'adresse loin du cercle, notamment sur les tirs à 3 points. Donc il y a beaucoup de situations où on arrive à isoler ces joueuses-là et on leur demande plus forcément d'aller prendre des positions à l'intérieur de la raquette parce que physiquement, c'est pas forcément toujours intéressant de pouvoir donner à ces joueuses-là dans les situations de post-up dont on parlait tout à l'heure, mais on va plutôt les mettre loin du cercle pour leur permettre de pouvoir développer leur tir et avoir leur adresse à 3 points, ou alors de pouvoir jouer les situations de 1 contre 1 face panier, parce qu'on a beaucoup de profils qui sont athlétiques et performantes dans ce genre de registre-là. Ok. Et donc maintenant, quelle place justement ces pics, ces écran porteurs prennent dans les attaques? Parce qu'on a vu, alors c'est pareil selon ce qu'on regarde comme match, mais généralement, maintenant, c'est carrément une entrée. Oui. C'est carrément une entrée. Alors, à un moment donné, c'était la mode du pick and roll à 45, en tout cas du pick à 45. Là, ça a l'air de se recentrer un peu sur le terrain. Maintenant, ça a l'air d'être un peu au centre. Voilà, donc pour quelle place prend ce pic, à ton sens? Le pic, il est, et tu l'as dit, il a tendance à évoluer en fait très vite avec les modes de jeu. Je pense qu'il évolue aussi avec les profils, évidemment, les profils offensifs des joueurs qui sont impliqués dans ces situations-là. On a des meneurs qui vont de plus en plus vite, qui sont de plus en plus techniques, qui ont des habiletés à pouvoir alterner aussi les réponses offensives, est-ce qu'ils vont être dans du tir extérieur, dans de la passe, dans au contraire agresser le pic et pouvoir attaquer sur les 1 contre 1. Donc je pense que le pic, il évolue beaucoup en fonction de ça. Euh, une situation, et donc pour répondre à ta question, je pense que le pic, il prend de plus en plus de place aujourd'hui et il vient surtout de plus en plus tôt dans l'attaque. Euh, J'observais sur les dernières années, même encore actuellement, mais et je vais dire que quasiment 100%, ouais, pas 100%, j'exagère peut-être, mais 80% des finalités de système, en tout cas à notre niveau, se terminent par un pick and roll. Qu'il soit à 45 ou dans l'axe, c'est énormément de finalités là-dessus. Il y a un autre type d'écran aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure d'espace et de temps.
Soit l'écran est posé à 45, soit il est posé dans l'axe, soit aussi il va être orienté, ce qu'on appelle les step-up screen, il va être orienté plutôt vers la ligne de fond. Voilà, nous en gros, c'est les trois types d'écrans porteurs qu'on observe. Euh, Ces écrans-là sont beaucoup sur les finalités de système pour pouvoir travailler pendant toute la durée du système, à pouvoir faire collaborer déjà des joueuses, comme on l'a dit tout à l'heure, autour des écrans non porteurs, et d'avoir un écran porteur à la fin qui puisse provoquer le dernier décalage, on va dire, défensif pour pouvoir trouver la meilleure option offensive dessus. Là maintenant, on observe qu'il y a beaucoup d'écrans qui viennent de plus en plus tôt. On travaille avec ce qu'on appelle le early pick. C'est un écran qui vient quasiment dans le jeu rapide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de solution sur le jeu rapide, avec une joueuse intérieure qui va venir dans le deuxième temps, et j'allais dire le deuxième temps, c'est même pas tout à fait vrai, c'est presque dans le premier temps, elle va venir piquer à 45 directement sur une course qui peut être un écran qui peut être assez haut, et on travaille déjà sur ces notions de pic qui sont intégrées quasiment presque dans le jeu rapide. On parle quand même de jeu de transition parce que le temps Mm. est plutôt voilà, entre 6-8 secondes, mais cet écran, il est déjà quasiment intégré au jeu rapide. Donc la place du pic aujourd'hui, elle est très importante dans le jeu. Nous, en tout cas, en Ligue 2, on observe beaucoup. Euh, je pense qu'elle sera de plus en plus importante parce qu'on a des joueuses qui sont aussi de plus en plus intelligentes, j'allais dire, dans la lecture des situations, et ce qui permet aussi de provoquer des décalages. Je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, parce que l'attaque évolue, la défense aussi, évidemment, et c'est aussi pour ça que les systèmes de jeu sont de plus en plus complexes, avec des temps qui s'enchaînent. Il- on observe maintenant des systèmes avec 3-4 temps offensifs pour amener à la fin à avoir un écran qui arrive à provoquer une bonne, on va dire, un écart ou un avantage qui soit conséquent pour l'attaque. Alors, comment tu amènes le pic à l'entraînement pour arriver à inciter les joueuses et les joueurs à l'utiliser? Et comment tu articules l'attaque autour du pic? Parce que souvent, on a tendance, alors après, ça dépend le niveau auquel on se réfère, mais souvent, on a tendance à voir quand même le pic isolé, donc il y a deux joueurs, ok, et puis les trois autres, ils sont autour et puis ils attendent un petit peu ce qui se passe. Et là, de plus en plus, finalement, le pic sert un petit peu de leurre, et c'est ce qui se passe autour qui permet de trouver des situations. Alors, comment est-ce que tu l'amènes à l'entraînement et comment tu articules ton attaque autour du pic? Alors, il y a deux choses dans ta question. La première, c'est techniquement de pouvoir s'entraîner à faire des écrans. C'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément, je suis pas rentré dans le détail tout à l'heure sur ta première question. Il y a une notion de contact sur l'écran qui est importante à maîtriser. J'ai parlé tout à l'heure de temps et d'espace. Il faut absolument qu'il y ait une bonne collaboration entre les deux attaquants. Le porteur d'écran doit emmener un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, comme l'écran non porteur. Le porteur d'écran doit emmener son défenseur à l'intérieur de la situation d'écran. C'est-à-dire que ce n'est pas au poseur d'écran d'aller chercher un contact. Dans ce cas-là, la règle, elle est très simple, c'est qu'il y a passage en force. Donc, il faut respecter la règle là-dessus. Donc le poseur d'écran doit être fixe, donc ça veut dire que c'est au porteur de pouvoir travailler autour. Euh, une fois qu'on a réglé déjà ces problèmes techniques-là, donc ça c'est de la répétition. Sur les situations, c'est très simple, ça peut être travaillé sur du pré-collectif, dans du 3-3, dans du 4-4, pour simplement être dans la répétition, ou encore plus simple, sur une situation d'échauffement, où on va simplement mettre les joueurs dans des situations de répétition, un petit peu d'abord à vide, pour avoir simplement les réflexes, de pouvoir courir, sortir, poser, pour l'attaquant de pouvoir attaquer déjà l'opposé de l'écran, emmener son joueur à l'intérieur de l'écran, prendre l'écran et avoir des petites lectures très simples sur du 2 contre 0. Une fois qu'on a fait ça, on peut intégrer après derrière du 2 contre 1 en choisissant à chaque fois si le défenseur il est défenseur du porteur de balle ou s'il est défenseur du poseur d'écran. Et en fonction de ça, on va pouvoir adapter aussi en fonction des choix.
Ça, on peut le terminer sur du 2 contre 2, par exemple, et puis après travailler et intégrer sur du 3 contre 3. Voilà, et emmener petit à petit ces situations-là. Après, le travail de la prise d'écran, pour moi, il est beaucoup sur les lectures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui dit lecture dit aussi variété des choix défensifs. Et nous, c'est comme ça qu'on travaille aussi, c'est d'observer quelles sont les stratégies défensives de nos adversaires par rapport aux situations d'écran. Il y a beaucoup de différents types de défense autour des écrans. Sur le secteur féminin, toutes ne sont pas utilisées pour différentes raisons. Donc nous, on essaie de s'adapter, de regarder au maximum ce que les adversaires font et pouvoir travailler autour de ça. Comme tu le disais, je ne crois, je crois, mais même déjà depuis un petit moment, que les écrans ne peuvent pas se jouer à deux. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est trop complexe de pouvoir réussir un écran s'il est joué que à deux joueurs sur le terrain. Il faut impliquer les cinq joueurs. Voilà. Donc il y a un rôle pour chacun sur l'articulation autour de l'écran et notamment sur la prise des espaces libres, de pouvoir rajouter des coupes à l'opposé de l'écran, de pouvoir voilà, organiser encore une fois la responsabilité et le rôle des joueurs qui sont autour de la situation d'écran. On parle par exemple de safety pass à l'opposé d'une situation de pick à 45, par exemple, de pouvoir redonner une solution au porteur une fois que le porteur a pris l'écran à 45, que le grand a relais vers le panier. S'il n'y a pas de solution ici et qu'on a trois joueurs fixes autour de la situation, bah effectivement, voilà, si on attaque une défense qui est complexe et bien organisée autour de la situation de pick, il n'y aura pas de continuité à l'action. Donc ça, ça va être important de responsabiliser tous les joueurs autour de l'action de pick. Alors justement, tu parlais des réponses défensives. Quel type de défense existe sur le pick and roll, ou en tout cas sur le pick? Euh, voilà, comment tu le travailles? Est-ce que tu as une situation? Et quelles orientations tu amènes? Parce que tout à l'heure, tu parlais d'organisation d'une défense et que ça te plaisait énormément. Alors justement, comment on organise une défense autour d'un pick? Alors, bon, je vais pas faire l'ensemble du catalogue des défenses de pick and roll, on pourrait y passer la journée. Il y a énormément d'options et de situations qu'on peut mettre en place en défense. Je vais prendre moi celle qu'on observe le plus généralement. Euh, je reste très généraliste hein, parce que je sais que je vais prendre l'exemple par exemple sur le premier, sur le step out, qui est une défense qui vise à stopper la progression du ballon après l'écran. Donc c'est par exemple une joueuse qui va, le défenseur du poseur d'écran va sortir fort sur un appui, voilà, un step out, sur un appui ou plusieurs d'ailleurs, pour pouvoir perturber le porteur de balle et stopper l'agressivité qu'il peut y avoir derrière. Ça, c'est des réponses défensives qui sont généralement données à des joueurs qui vont emmener de l'agressivité dans l'attaque de l'écran et qui peuvent attaquer fort après sur du drive, par exemple. Sur cet exemple du step, il peut y avoir trois, quatre déclinaisons d'un step. Il peut y avoir, par exemple, ce qu'on observe de temps en temps, simplement l'intention de sortir sur un pas pour gêner et rentrer très vite, pour éviter d'avoir un rôle qui soit très long. Il peut y avoir des steps qui soient sur un appui un petit peu plus large en fonction des profils du joueur défenseur. On a aussi des steps qui sont très agressifs, où l'objectif est de remonter les joueuses porteurs quasiment au milieu du terrain pour pouvoir emmener des situations de trappe après ou à stopper le dribble. Voilà, donc je vais vous donner, enfin, je vais donner en gros les orientations et généralement nous ce qu'on observe, mais je rentrerai pas forcément dans le détail tout le temps parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de variantes à chaque fois. Donc nous, on a effectivement donc le step out qu'on observe beaucoup, les situations de switch, c'est-à-dire que les changements défensifs, ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. La situation de switch défensivement, elle a un avantage, c'est que il faut de l'organisation pour attaquer le switch derrière. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça prend aussi un petit peu plus de temps. Donc, dans des situations
où le chrono est proche de la fin, sur voilà, des 8 secondes, 6 secondes, 5 secondes, d'avoir une défense qui oblige l'attaque à s'organiser, ça va être intéressant parce que justement l'attaque n'aura pas le temps de le faire. Donc on va pouvoir, avec le petit risque aussi de pouvoir se faire attaquer dans les situations de mismatch, comme on disait tout à l'heure, mais voilà, il y a des stratégies à mettre en place par rapport à ça. On observe aussi ce qu'on appelle les protects, c'est-à-dire que c'est des, on laisse les joueuses, le défenseur du poseur d'écran assez loin de la balle. Ça, c'est plutôt sur la défense pour des profils driver aussi, donc des joueuses qui sont en capacité de pouvoir attaquer les écrans derrière. Ben, on va faire que la grande en fait vienne couper l'accès au cercle assez bas. Par contre, ça, il ne faut pas le faire avec des profils shooters parce qu'on laisse effectivement beaucoup de place derrière l'écran. Après, on a tout ce qui est sur les under, donc c'est-à-dire soit la grande vient coller pour stick, ce qu'on appelle le stick under. La grande vient tasser et coller le poseur d'écran, ce qui permet au défenseur du porteur de pouvoir passer dessous. Soit il y a un espace qui est laissé entre le poseur, entre le défenseur du poseur et le poseur pour que, pareil, l'extérieur puisse passer dessous. Ça, c'est généralement les défenses qu'on observe. Il y en a une dernière qu'on appelle le no-pick ou le ice, qui va consister à refuser l'écran. C'est-à-dire que on va laisser en face de l'écran, on va laisser plutôt la grande, voilà, et le défenseur porteur va obliger le porteur de balle à venir prendre l'écran. Voilà, c'est-à-dire qu'on coupe l'accès à l'écran et on vient isoler vraiment la situation d'écran à 45 par exemple. Donc ça, c'est des défenses qu'on observe. Il y a une dernière défense, enfin une dernière en tout cas, qu'on avait observée il y a quelques années sur le secteur féminin, qui était le next. Alors le next, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. En gros, c'est une situation de switch à 4. C'est-à-dire que le défenseur qui est à l'opposé de l'écran va venir sauter à la balle. Et en fait, 4 joueuses vont changer autour de l'écran, sauf le poseur d'écran. Poseur d'écran qui va rester, qui va éviter d'avoir un rôle qui soit agressif. Et par contre, on va venir sauter dans les espaces et changer et tourner à 4. Cette solution-là, sur le secteur féminin, elle pose problème. Il y a des coachs qui ont essayé de les faire, on l'a vu dans les dernières années, parce que athlétiquement, il faut avoir des équipes qui soient en capacité de pouvoir couvrir des espaces très rapidement. Et l'attaque du next devient facile, entre guillemets, si la dimension athlétique des défenseurs n'est pas suffisante pour pouvoir pallier aux espaces et tout ça. Donc voilà, il y a des coachs certains coachs ont essayé, sans grande réussite, on va dire, sur ces niveaux-là. Et c'est une défense qu'on voit un petit peu moins ces derniers temps sur le secteur féminin. Ok, tu voulais revenir un peu sur le Switch, alors tu peux le développer un petit peu? Ouais, alors le switch, notamment sur l'attaque du switch, il faut justement arriver à profiter des situations de mismatch. Ce qu'on disait tout à l'heure, puisque là, qu'on se comprenne bien, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure, le 1 et le 5. Il y a eu un écran à 45, par exemple. Euh, le défenseur 1 se retrouve à défendre sur l'attaquant 5, et donc l'attaquant 1 se retrouve à attaquer sur le défenseur 5. Donc on a vraiment cette situation de postes différents. Il faut arriver à pouvoir emmener la balle sur les deux situations de mismatch, soit faire attaquer et donner la balle à 5 pour qu'il puisse attaquer le 1, et notamment sur les situations de post-up. Donc il faut lui laisser du temps d'aller dans la raquette, de prendre sa position, de lui emmener la balle, aussi par l'ouverture d'espace, et notamment grâce aux joueuses ou enfin, joueurs qui sont autour de la situation de pique. Donc il ne doit pas y avoir d'inactivité autour de ça. On doit pouvoir lâcher les ballons assez vite, soit de travailler sur le deuxième mismatch qui est de faire attaquer le 1 contre le 5, puisque différence de vitesse, différence de gabarit. On va essayer de provoquer aussi, parce que généralement les 5 rentrent un petit peu plus pour protéger la raquette, donc découvrent aussi un petit peu plus les tirs extérieurs. Donc il peut y avoir des situations comme ça.
Donc on va laisser, il va falloir un petit peu de temps pour attaquer le switch. Il y a des outils qu'on utilise comme la boomerang pass. C'est quelque chose qui, enfin, simplement de pouvoir donner la balle dans l'aile et redonner la balle au 1 pour qu'il se mette en situation pour attaquer le 5, par exemple, et qu'on puisse isoler la situation. Donc pendant cette boomerang pass, les joueurs autour vont avoir tendance à s'écarter et on va laisser cette situation d'isolation dans le 1 contre 1 du 1 pour le 5. Donc voilà, il y a des situations à travailler, mais c'est vrai que le switch, et c'est l'avantage quand on le fait en défense, va prendre un petit peu plus de temps à attaquer. Ok. Dans les catégories précédentes de la catégorie senior, comment est-ce qu'on amène le pic et quelle proportion prend dans le travail le pic vis-à-vis de tout ce qu'on a amené dans la formation de joueurs? Euh, alors là-dessus, mon avis, quand j'ai entraîné les U15 France, on ne rentrait déjà pas dans l'apport du pic tout de suite dans la saison. On attendait toujours un petit peu. Pour quelle raison? Parce que les premières années qui arrivent de U13. Il faut déjà qu'elles aient un temps d'adaptation par rapport à la catégorie U15. Et donc, on essayait, enfin, j'essayais généralement de ne pas rentrer directement sur l'ensemble des contenus, et notamment les écrans, qui sont un peu problématiques par rapport à la notion de contact sur ces catégories-là. Après, il faut que cet apprentissage il arrive assez tôt. Euh, pour moi, il y a déjà la première chose, et j'y reviens parce que c'est important, c'est les notions d'espace et de temps. Il faut qu'on respecte la règle qui est du passage en force. Donc, il faut aussi arriver à faire comprendre que plus tôt le poseur va arriver sur la situation d'écran et plus la défense va pouvoir s'adapter autour de la situation. Donc il faut vraiment qu'on arrive à gérer ces histoires de timing. Et j'arrive, moi qui dois poser l'écran, j'arrive sur la situation au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Donc je dois arriver, poser mes appuis, et il faut aussi qu'on ait un timing et une synchronisation avec le preneur d'écran. J'ai le ballon, je sais que ma joueuse va venir pour poser un écran dans tel espace, je dois attaquer l'opposé et pouvoir impliquer mon défenseur à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est déjà ces notions-là à travailler. Là-dessus, comme je disais tout à l'heure, on va être que sur de la répétition. Voilà, simplement cette notion de pouvoir lire dans les espaces et dans le temps, d'attaquer, de venir poser mon écran et de prendre l'écran correctement. Il y a aussi la notion de contact, c'est ce que je disais, le fait de pouvoir passer au plus près des écrans, de ne pas laisser d'espace entre le preneur et le poseur. Il y a aussi des habitudes à prendre, il y a des petites choses, des petits outils. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est je prends, une fois que j'ai pris l'écran, que j'ai la balle, bah, je viens taper sur le mollet du poseur d'écran, ce qui me permettra d'attaquer techniquement sa hanche avec mon épaule, de venir au plus bas et de venir vraiment passer au ras. Et une fois qu'il y a le contact qui est établi, le joueur va pouvoir rouler ou popper, peu importe, mais pouvoir aller dans les espaces et faire ce qu'il a à faire après la pause d'écran. Mais donner des petits repères d'espace, de contact, de temps, c'est important. Après, la proportion, euh, pour moi, notamment chez les U15, qui est la catégorie d'apprentissage de l'écran, il faut qu'elles soient importantes, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on va plutôt rentrer sur des situations simples. Il y a il y a pour moi des mouvements basiques qui sont à connaître. Donc effectivement, le pic 45, la différence qu'on peut faire entre un pic 45 ou un pic axial. Euh, Qu'est-ce que ça va emmener de plus sur la défense? Comment on va l'attaquer mieux? Il faut arriver déjà à avoir cette connaissance-là. Pareil sur le jeu d'écran non porteur, de pouvoir arriver à se démarquer. Après, pour moi, il faut pas l'intégrer non plus trop. Il faut pas qu'on s'écarte des fondamentaux aussi on va dire, avec ballon et sans ballon de cette catégorie-là. Il y a énormément de choses à travailler. C'est des catégories, là, U13, U15, qui sont très, très denses. Donc, je donne pas une énorme importance au pick and roll en U15, en tout cas. En U18, un peu plus, parce qu'on va commencer aussi à avoir des différences un petit peu plus marquées au niveau gabarit et athlétique. On va pouvoir aussi profiter de ces avantages-là. Donc, il doit vraiment y avoir une continuité entre les U15 et les U18 par rapport à ça, mais enfin, ma sensibilité en tout cas, c'est de ne pas intégrer non plus, de ne pas donner trop d'importance au pic.
sur la catégorie U15. En féminin, en tout cas, je parle toujours en féminin. Et ok par rapport à la notion de pic, mais par rapport à la notion d'écran de non porteur, du coup, tu l'amènes un peu plus ou pareil que le pic, tu donnes en fait, tu montres, tu proposes l'apprentissage, mais on va dire que voilà, c'est histoire que les filles, elles aient l'habitude, quand elles arrivent en U18 et plus tard, qu'elles aient au moins des repères. Hmm. Est-ce que justement l'écran non porteur, tu lui donnes un peu plus de place que l'écran porteur ou similaire? Non, pour moi, c'est un petit peu plus de place parce que c'est un écran qui a une lecture simple en réalité, parce qu'il n'y a pas le ballon à gérer aussi en même temps, et puis par réponse aussi défensivement, parce qu'en U15, notamment en U15 France, ben, la défense est assez importante. Donc pour moi, l'écran non porteur, il a un petit peu plus de place sur la catégorie U15 parce qu'il faut justement être un petit peu plus dans la lecture. Il faut comprendre que un démarquage simple, parfois, ça ne fonctionne plus. Et c'est cette logique-là, en fait, qui me plaît bien. Il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui, encore une fois, regardent des matchs, regardent des situations de pique, ou même, il n'y a pas besoin de regarder de la NBA ou de l'Euroleague, hein. Nous, les jeunes qui viennent voir la Ligue 2 le samedi, bah, elles se rendent bien compte que voilà, un écran, il y en a beaucoup. Donc en fait, par mimétisme et par envie, elles ont envie aussi d'en reproduire et d'en avoir dans leur jeu. Elles sont plutôt demandeuses de ça, parce que voilà, il y a aussi ce truc de regarder les matchs. Euh, je pense que pour revenir à l'écran non porteur, si déjà on n'arrive pas à se démarquer sans écran, pour moi c'est la base. Voilà. Si on arrive à se démarquer sans écran et qu'on a des problèmes dans ces phases de jeu-là et que l'outil d'écran non porteur il vient à ce moment-là, ok, là il y a une certaine logique et on peut peut-être l'emmener un petit peu plus sur la catégorie U15. Si on met des pick and roll pour mettre des pick and roll et parce qu'on a envie d'en faire, parce qu'on l'a vu le samedi, tu as un peu moins de logique parce que c'est des situations qui sont complexes à lire. Il faut avoir de la maîtrise déjà dans le dribble, dans le déplacement, voilà. Donc pour répondre à ta question, je donne une part plus importante à l'écran non porteur qui est dans l'exécution plus logique en fonction de la réponse défensive que à l'écran porteur. Très bien. Quels sont les avantages, à ton sens, et les inconvénients du jeu d'écran porteur? Les différentes pauses qu'il peut y avoir sur les écrans et comment être efficace? Alors, les avantages et les inconvénients. Pour moi, l'avantage, c'est d'arriver à créer justement des retards défensifs à exploiter et de pouvoir emmener une finalité qu'on a provoquée. J'en parlais tout à l'heure sur les systèmes. On observe de plus en plus de systèmes avec des enchaînements d'actions, des enchaînements d'écrans. Soit, par exemple, alors dans les écrans, il y a aussi des situations particulières. On pourrait presque maintenant les mettre à l'intérieur des écrans. C'est des main à main, des situations de end-off. Ouais. Et on a énormément de situations de end-off qui s'enchaînent avec des écrans porteurs. Donc, l'avantage là-dedans, c'est de pouvoir arriver à avoir une finalité à la fin avec un retard défensif important, pouvoir provoquer des paniers faciles, pouvoir aussi, parce que c'est le but, mettre des joueuses et des joueurs dans leur profil et dans leur confort de se servir de leur talent, j'allais dire. Une joueuse qui est très adroite à 3 points, eh ben, on va réfléchir à quel système on va essayer de créer pour elle, pour l'emmener sur une finalité au bout du deuxième ou troisième temps, à ce que le tir soit toujours ouvert sur des systèmes comme ça. Donc voilà, on s'intéresse à ça et on essaye aussi de construire les situations en fonction de ça. Donc ça, c'est les avantages. C'est un outil qui est très puissant au service des joueurs et des joueuses pour les mettre dans leur rôle et pouvoir les faire scorer ou impacter offensivement dans leur registre de jeu. L'inconvénient, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des situations qui sont parfois complexes à lire, avec maintenant de plus en plus d'adaptations défensives dessus. Donc, si des équipes ont des talents offensifs, d'autres en ont aussi défensivement. Donc, il faut arriver aussi à trouver toujours cette balance et cet équilibre-là. Si plus on enchaîne aussi les temps sur des systèmes, plus on doit aussi avoir une équipe qui est en capacité de pouvoir lire ces temps-là.
Je reviens dessus, mais faire des écrans pour faire des écrans, il n'y a pas de finalité à la fin et que ça ne provoque rien, on perd un peu notre temps. Voilà, on perd notre temps et sachant que sur l'attaque, on n'a que 24 secondes pour jouer autour de ça, il faut être efficace le plus possible. Donc il faut trouver la bonne balance entre la simplicité et la complexité, sachant que la complexité va plutôt dans le sens de l'attaque et la simplicité plutôt dans le sens de la défense. Donc voilà, il faut arriver à trouver cette juste balance-là. Aujourd'hui, jouer sans écran paraît quand même compliqué parce que les écarts entre les attaques et les défenses sont quand même très très serrés. Donc il faut jouer autour de ça. Mais voilà, il faut trouver la bonne balance. Ok, et par rapport aux écrans, quelles sont les différentes poses qu'on peut avoir? Donc tout à l'heure, tu parlais d'un écran qui est sortant. Il y a les écrans rentrants, les poses d'écran peut-être à 40, enfin, 45 degrés ou voilà, comment est-ce que quelles sont les différentes poses que tu as pu observer? Et hors la manière, hors l'aspect technique pour prendre l'écran, comment être efficace sur un écran? Alors les différentes poses d'écran, il y a évidemment les écrans donc à 45 degrés qui vont être orientés. Alors pareil, ce qui est techniquement important sur un écran, on parle toujours d'attaquer le dos du poseur d'écran. C'est-à-dire que l'orientation des appuis autour de l'écran doit être faite pour emmener le preneur d'écran à attaquer un espace qui doit être orienté par le dos du poseur d'écran. Donc ça, c'est important sur la pose. À 45, généralement, on emmène vers le milieu du terrain. Donc on va plutôt poser les appuis légèrement inclinés par rapport à la ligne à 3 points. On va pas être complètement enfin, parallèle à la ligne de touche. On va être légèrement désaxé. Au contraire, là, sur les situations de pic milieu, on va être euh, presque à plat, c'est-à-dire que les pieds sont parallèles par rapport aux lignes de touche de côté. Euh, et après, on a donc ce qu'on appelle ce que je disais tout à l'heure, les step-up screens, qui vont être quasiment des écrans, cette fois-ci orientés vers le cercle directement, où les pieds vont être cette fois-ci parallèles à la ligne de fond, la ligne de touche, mais fond. Donc en gros, c'est les trois orientations principales sur la pose d'écran, et les trois qui sont quand même beaucoup attachés aux trois spots. Euh, Après, on observe, il y a d'autres écrans un peu plus particuliers, euh, notamment maintenant sur ce qu'on voit à travers les lectures sur les pics-repics. Tout à l'heure, on n'a pas abordé ça sur l'attaque, mais il y a des situations de under où les joueurs passent sous les écrans, donc on n'arrive pas à créer d'opportunités et d'avantages sur la situation d'écran en attaque. On va réorienter la pose d'écran, c'est-à-dire que les grands vont revenir poser l'écran dans l'autre sens. Et on peut, dans ce cas-là, essayer voilà, de travailler sur des enchaînements d'écran, mais dans des espaces qui sont un petit peu plus réduits. Pareil sur l'attaque du protect. Donc la situation de protect, la plupart du temps, on la voit dans le milieu, sur les écrans axiaux. Une fois que le preneur d'écran, le porteur de balle a pris l'écran et qu'il y a une joueuse qui est dans la profondeur, on essaie de travailler sur ce qu'on appelle le snake, c'est-à-dire que on va venir en fait essayer de passer, attaquer l'espace entre le poseur d'écran et le joueur qui protège la raquette. On va venir essayer de l'attaquer en laissant son défenseur dans le dos. Donc il y a un petit stop à faire et de pouvoir réattaquer ces espaces-là. Soit ça, soit ce qu'on observe aussi sur la situation de Snake, c'est maintenant les grandes qui enchaînent directement, enfin le poseur d'écran qui enchaîne un deuxième petit écran sur son propre joueur pour venir reprovoquer aussi, réouvrir des petits espaces autour. Donc voilà, il y a des écrans un peu plus particuliers sur l'orientation et la pose. Comment être efficace je le redis, mais il y a une notion de contact à avoir. Un écran, il faut toucher sur les écrans, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un contact entre le poseur d'écran et la défense. Voilà, en fonction des différents types d'organisation. Il y a une notion aussi technique à l'intérieur des rôles ou des pops.
de pouvoir garder un maximum de temps en fonction des choix défensifs qui sont faits. Les joueurs à l'intérieur de l'attaque, de ce qu'on a choisi, nous, en attaque, de pouvoir provoquer comme type d'écart. Ok, avant de te remercier pour cette intervention, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Plein de choses. Non, après, là, on est concentré sur la saison déjà. Alors, moi, voilà, déjà de la réussite pour cette saison-là. Et puis après, on verra. Je rien de plus particulier. Après, simplement là-dessus, de rester curieux et attentif sur les choses qui sont autour. C'est le conseil que je donnerais, c'est voilà, de pouvoir mélanger aussi plusieurs compétences, plusieurs petites attentions, de s'intéresser à beaucoup de choses. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut me souhaiter pour la suite. Eh ben super. Eh ben écoute, en tout cas, je tiens à te remercier pour ce moment, pour ce partage sur les écrans. La vidéo sera sur YouTube. Voilà. Également, donc vous aurez quelques petits extraits de l'émission sur Instagram pour vous inciter à venir voir la vidéo complète. Et je tiens à te remercier et à très bientôt en tout cas. Merci à toi pour ces différents échanges-là qui sont toujours passionnants. Merci en tout cas. Bonne journée à Merci. tous.